parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Merci à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être avec nous pour ce grand débat qui ne fait que commencer en embouteuse à la réalisation de ce régie. Nous avons Malik Sall. Pour nos chers panélistes aujourd'hui, je pense que ces panélistes m'ont toujours fait l'honneur d'être avec moi sur ce plateau pour essayer de prendre part à ce grand débat. Pour aujourd'hui, nous avons choisi de faire la lumière sur l'actualité politique, sinon sociopolitique, en Afrique de l'Ouest et dans le Grand Sahel. Vous savez, le grand débat va se pencher nécessairement sur le Grand Sahel, le G5, qui aujourd'hui continue de subir avec ce que nous appelons et ce qui a été institué l'opération Barkhane. C'est une opération instituée par les Français. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de nous poser des questions. Ça fait combien d'années la France aujourd'hui est sur le sol de l'Afrique francophone? Ça fait combien de temps que la France est dans le Sahel? Ça fait combien de temps que la France continue de pouvoir faire re-signer les accords de défense et de coopération avec l'Afrique francophone? Mais Tempo Afrique TV ne pourra pas rester indifférent de ce qui se passe en Afrique. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler un peu de la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Mais à partir de la semaine prochaine, nous allons parler nécessairement du Sahel, le G5, où aujourd'hui plein d'opérations, plein de choses se passent, mais on ne veut pas vous dire la vérité. Tempo Afrique TV revient avec ses chers panélistes vous apporter beaucoup de vérité dans tout ce qui se passe. Donc, encore une fois de plus, merci à Marcel Kogué qui est avec moi depuis sa position pour ce grand débat. Marcel, encore une fois de plus, je voudrais vous remercier de votre fidélité d'être avec moi pour ce grand débat. Vous l'avez toujours fait. Et c'est un honneur pour moi de vous dire merci d'être avec moi aujourd'hui. Oui, merci Serge. Merci à notre réalisateur Malik. Et merci à nos amis téléspectateurs, nos amis qui sont sur le web, sur Facebook et partout qui nous écoutent. Merci. Merci Marcel. Il a eu quand même une pluie de neige. Et je pense que nos chers panélistes pourront être avec nous dans peu de temps, mais nous n'allons pas perdre le temps avec ce qui se passe en Afrique. Nous sommes excités. Nous continuons comme cela se doit de débattre de tout ce qui se passe en Afrique. Alors Marcel, je veux faire rapidement une revue de presse du 19 novembre 2019 dernier. Au Tchad, il y a eu 5 villages tués par Boko Haram dans l'ouest. Cette information vient des autorités. Au Mali, 24 soldats maliens et 17 terroristes tués dans les combats près de Ménaka. Au Sahel,
Regardez la situation en face avec l'ONU réformée. Et vous savez aujourd'hui que la question de savoir comment contenir et éradiquer le terrorisme islamique, à la fois en Europe, mais aussi en Afrique, et notamment au Sahel, où l'État islamique et Al-Qaïda et leurs satellites tentent de s'implanter en déstabilisant les pays de la zone. Au Sénégal, Édouard Philippe rend un sabre et vend des missiles. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a signé beaucoup d'accords avec la France. C'est la France qui s'occupe de tout ce qui se passe au Sénégal, quoi qu'il en soit. Alors allez-y comprendre. Mise en garde contre le survol du Burkina par des avions militaires étrangers. Cela veut dire que le chef d'état-major burkinabé a lancé un ultimatum à la France et aux autres pays de beaucoup faire attention avant de survoler son sol. Il faut leur avertir 48 heures avant. Au Burkina Faso, toujours, la France augmente son niveau d'alerte sécuritaire. Avec tout ce qui se passe, les Burkinabés sont en train de mourir. Vous voyez à Guibo, ça c'est le lieu même du terrorisme. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas indexer le terrorisme. Aujourd'hui, le gouvernement burkinabé est-il en train de jouer avec le feu, ou bien Roch Kaboré est réellement sincère avec tout ce qui se passe? Parce que nous aurons entendu que le président Roch Kaboré a essayé de dire, a essayé de ne pas renouveler tout simplement, les accords de défense et de sécurité. Mais des informations nous sont parvenues pour dire que cela a été fait depuis 2018. Et si cela a été fait, qu'est-ce que le gouvernement burkinabé veut nous faire croire? En RDC Kivu, il est totalement vivement préoccupé par la montée des tueries à Beni. Vous n'êtes pas sans savoir que cette zone est toujours polluée. Il y a aussi au Soudan du Sud les risques de viol qui encourent par les femmes déplacées. Au Gabon, vaste arrestation par l'administration d'Ali Bongo. Alors, c'était tout simplement une revue de presse. Merci encore une fois de plus. Et je voulais tout de suite commencer avec Marcel, en attendant que nous ayons de l'autre côté nos amis. Et je vois maintenant notre ami professeur Moussa qui est avec nous. Professeur, encore une fois de plus, merci d'être à ce grand débat. Et merci encore une fois de plus pour les informations que vous nous envoyez concernant l'Afrique de l'Ouest, concernant le Sahel. Nous avons vu cette information. Merci encore une fois de plus, professeur, d'être avec nous pour ce grand débat. Merci. Alors, Marcel, oui. Vous n'êtes pas sans savoir, sans ignorer, avec ces informations de presse que je viens de donner, mais tout compte faire, nous allons faire un champ libre sur l'actualité sociopolitique dans le Sahel et aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Mais au Sahel, nous n'avons pris seulement que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, en attendant que la semaine prochaine, nous allons nécessairement faire le grand débat sur le Sahel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, Marcel, est-ce que vous avez des informations sur cette actualité sociale? Voilà. Comme tu l'as déjà dit que l'Afrique occidentale, il y avait eu beaucoup de remue-ménage, ça oui, j'en conviens. Au niveau, tu as parlé du Tchad où il y avait la rébellion qui aurait attaqué. Ça, c'est permanent. Vous savez, le Tchad, bon, moi, je m'étonne encore que le Tchad, qu'on ait encore des attaques des rebelles. Voilà que à ce qu'on sache, c'est que la France a apporté un soutien financier à Idriss Déby
Parce qu'on dit que Déby a pu mater la rébellion, c'est pour cela qu'on l'a gardé. Le Tchad a une base militaire. Je crois qu'il y a une base militaire française au Tchad. Mais ça a une ébullition. C'est ce que moi, moi-même, ça me tourne dans la tête, je ne comprends pas. C'est là où il y a des bases militaires qu'il y a plus de problèmes. Quittons le Tchad, venons au niveau de Mali. Il y a base militaire, je pense qu'il doit y avoir une base militaire là-bas, un tampon. Mais toujours, on n'arrive pas à éradiquer ces histoires de rébellion. Venons au Burkina. Pas de base militaire, mais je crois que c'est la base militaire de Mali et même de la Côte d'Ivoire qui observe, même du Niger, qui observe les États de Burkina. Pourquoi tant d'attaques au Burkina Faso? Moi, selon moi, je pense que le président burkinabé, je pense que ce n'est pas un président béni, oui, comme les autres chefs d'État. Le gars, les gens l'ont toujours traité de dire que oui, c'est un pro Blaise Compaoré. Mais quand il a pris le pouvoir, il a démontré que non, lui, il est burkinabé, homme intègre. Le monsieur ne veut pas bâtissonner avec ces Français parce qu'il en a marre. Tout cela, ce que moi je suis en train de voir ces derniers temps, surtout tout ce qui passe au Burkina, là. Moi, je pense que ce n'est pas un montage pour affaiblir le chef de l'État, Roch Kaboré. Surtout que le Kaboré ne veut pas travailler. Bon, il veut travailler. Ce sont ça, la diplomatie, on pourrait dire. Mais ne veut pas être à la merci de la France. Vous avez vu, au début, pour son truc là, oui, les premiers mois ou bien la première année, oui, il a fléchi. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, il a compris qu'on attaque son gouvernement, son pouvoir. Donc, le monsieur, plus il est intègre, il ne le laisse pas. Donc, plus le monsieur est intègre, chaque fois, il y a des attaques. Donc, peut-on me dire, parce que j'ai écouté son chef d'état-major la fois dernière, qui a dit qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armes sophistiquées, c'est maintenant qu'ils sont en train de recevoir des armes. Mais je me dis, comment est-ce qu'eux aussi, ils ont pris trop de retard? Ou bien est-il que c'est à la France, ils ont fait des commandes avec la France qui n'a pas vite livré le matériel pour les affaiblir avant de commencer à les assister. Donc, je pense que ces derniers temps, je vois la France qui a fait de remue-ménage, il va au Sénégal, il va partout. Est-ce que ce n'est pas le sommet Russie-Afrique qui commence à les réveiller? Personne n'a vu l'affluence de tous ces chefs d'État qui étaient en Russie. Dites-vous que quand il y a souvent la conférence France-Afrique, on voit combien de chefs d'État, 28, 30 chefs d'État. Mais pour la Russie, je crois qu'ils ont été dans les cinquantaines. Bon, ça doit interpeller la France, que les gens sont fatigués de la France. Les jeux, les coups bas de la France, les petits jeux de la France, les intérêts. Et ils protègent toujours les intérêts. Donc la France doit se réveiller. De faire taire ces lieux de troubles au Mali, au Burkina et au Tchad. Vous voyez, aujourd'hui, on voit même au nord du Togo, on dit qu'il y a une confusion entre l'armée ghanéenne et l'armée nigérienne qui sont en train de faire des essais. Il y a un truc là, bon, il paraît que les rebelles sont déjà au nord du Togo, tout cela. Ça, ce n'est pas, c'est pour bluffer les chefs d'État encore. C'est pour qu'ils mettent l'argent encore, l'argent public, pour aller acheter des armes. Et c'est eux-mêmes qui organisent ces jeunes-là, rebelles. Quand tu les vois, ces jeunes qu'on a dit, il y a d'autres qui ne savent même pas pourquoi ils sont partis à la rébellion. C'est pour dire, bon, quand nous allons prendre le pouvoir, ce serait un pays islamiste. On les lave la cervelle en les voyant. Certains même, j'ai suivi un documentaire la fois dernière sur le Nigeria. Il paraît que ces jeunes, mais qu'on les arrête, on les troque d'une manière, et que c'est quand ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et on les rejette dans la brousse. Ils sont prêts même à décapiter même leur propre père. Vous vous rendez compte qu'au moins dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ces gens-là, s'ils ne sont pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je pense que c'est la France, nos pays-là, ils sont en train d'alimenter nos pays africains. C'est ce qu'on avait dit dans un débat. Nous, les Africains, nous aimons tellement les armes que, au lieu de parler d'économie, au lieu de parler de comment l'Afrique peut développer l'agriculture, mais les gens se permettent seulement de parler d'armes. Nous savons combien d'armes aussi la France va avoir au Mali. D'accord. Ce n'est pas pour rien, on voit la jeunesse malienne qui est en train de protester. Parce que chaque fois, ce sont les Maliens contre.
Chaque fois sur les Maliens. Je ne sais pas si c'est à cause de... Comme les Maliens ont réagi la fois dernière, c'est un scénario qu'ils ont monté pour faire tomber leur propre avion, pour dire oui, eux-mêmes ils sont victimes. Puis il y a eu 13 morts. Dieu sait c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Moi, je ne comprends plus tellement à la France, à notre France. Il faut chaque fois alimenter pour avoir un budget, pour pouvoir vendre des armes, pour alimenter des guerres, pour activer des guerres. Mais je ne sais pas où allons-nous. Et puis nos chefs d'État aussi tombent dans des scénarios comme ça. Et l'Afrique s'approvise chaque fois avec les problèmes d'armes, les problèmes de guerre, de djihadisme. Bon, Dieu sait combien de pays mettent pour l'affaire de rébellion de djihadisme là. Et pourtant, le peuple a faim. Les Africains ont faim. On n'arrive pas à avoir 2-3 repas. D'accord. Mais on trouve les moyens de payer des armes, des armes sophistiquées. D'accord. Merci. Marcel, on va revenir tout à l'heure à vous. C'est un grand débat. On va aller du côté du docteur Issoufou depuis sa position pour comprendre réellement de ce qu'il a vécu comme actualité sociopolitique à l'ouest de l'Afrique et aussi dans 3 pays du Sahel comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, professeur, je pense que vous êtes avec nous. Je pense que vous savez ce qui se passe. Alors, je voulais vous laisser le temps de nous entretenir sur la situation sociopolitique. Oui, le champ est vaste. Bon, vous voulez qu'on parle précisément de quoi? Dans le Sahel ou en Afrique de l'Ouest? Voilà. Merci, professeur. Tout à l'heure, j'ai donné le thème qui parle de la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest. Et quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Mali, et dans les 3 pays que nous avons choisis aussi pour le Sahel, Burkina Faso, Niger. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous allons spécialement, la semaine prochaine, être préoccupés par le problème du Sahel. Donc, vous pouvez choisir soit la Côte d'Ivoire pour essayer d'en parler, ou bien vous pouvez choisir soit 3 pays et vous continuez de nous parler un peu de la situation sociopolitique dans ces 3 pays. Oui, mais ce que nous avons à dire peut-être par rapport aux pays francophones cités, c'est que certains de ces pays iront aux élections en 2020, notamment, je pense, le Togo et la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est là où les attentions sont tournées vers ces pays-là. Et surtout, les plus proches, je pense que c'est les élections au Togo qui diffèrent, qui diffèrent la chronique depuis un certain temps. Les élections qui devaient être un truc simple, sans bruit de vote. Par exemple, dans d'autres pays, quand il y a élection, le même jour, les gens vont librement à leurs occupations, ils vont voter et puis rapidement, ils retournent au boulot. Ce n'est pas un jour férié. Mais au Togo, on essaie de faire tout pour que les gens n'aillent nulle part, mais toujours on a des problèmes. C'est-à-dire que les élections sont source d'angoisse, source d'inquiétude, source de malheur et de violence. Parce que il y a un groupe qui a décidé de garder les rênes du pouvoir, quelle que soit la situation. Et donc, il faut créer des situations difficiles pour pouvoir justifier la violence sur la population qui devait aller voter dans la paix. Aujourd'hui, quand vous faites le tour en Afrique, disons en Afrique en général, je vais parler seulement du Gabon, qui devait, où les Togolais de l'étranger devaient se faire recenser pour au moins voter dans ce pays-là, puisque 6 pays ont été retenus pour le vote des Togolais de l'étranger, à savoir le Gabon, le Zaïre, le Congo, le Maroc, la France,
les États-Unis et je pense il y a un autre pays là que j'oublie. Et donc, ce pays-là devait quand même abriter les bureaux de vote. Mais au Gabon aujourd'hui, nous venons de suivre une vidéo où les gens sont allés se faire recenser, mais tous presque ont été refoulés puisque on est en train de demander, c'est pas de poser des conditions qui sont difficiles n'est-ce pas, à remplir. Et donc tout ça a fait que nous parlons de la situation qui est un peu inquiétante dans ce pays-là. Maintenant, s'agissant des problèmes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, je pense que vous parlez de la présence des bases militaires dans ce pays-là, de la présence des supposés rebelles djihadistes dans ce pays. Mais la question que l'on se pose, à qui profitent, n'est-ce pas, ces djihadistes? Et suivant mon regard, la France n'est pas, en ce moment-là, n'est pas immaculée dans cette affaire. La France n'est pas à l'odeur de sainteté. Hier, j'étais en train de suivre un débat sur une chaîne de télé française où l'interlocuteur disait à la journaliste qu'au fait, ces bases militaires qui sont dans ce pays-là, par exemple au Mali, l'accord que l'armée française a signé avec le Mali, c'est un accord lucratif. C'est-à-dire que l'argent que le Mali verse à l'armée française dans ces accords-là, ce n'est pas possible. Ce qui m'a le plus choqué dans tout ça, là, c'est que il semble que dans ces accords, la France et le Mali signent des accords pour dire que si l'armée française commet des bévues, commet des crimes au Mali, par exemple, l'armée française n'est pas responsable. Au contraire, si ceux qui ont été victimes de ces crimes ou dommages, s'ils voulaient se prendre, ils ne pouvaient que se prendre à l'État malien, non pas à l'État français. Donc ça, c'est-à-dire que la France peut tout faire au Mali, elle ne sera pas responsable. C'est le peuple et le gouvernement malien qui va dédommager les victimes. Ça, moi, j'ai appris ça, et c'est de la bouche d'un Français. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes moralement d'écouter des situations comme ça. Je ne comprends pas pourquoi les États africains se font esclaves jusqu'à ce point. Jusqu'au point où on donne aux criminels les quitus de commettre les crimes et en même temps lui dire que non, tu as commis les crimes, mais tu n'es pas responsable de ces crimes-là. Mais vous vous rendez compte? Je commence vraiment à me fatiguer d'écouter des choses comme ça. Pourtant, c'est la réalité. Pourtant, j'ai entendu ma soeur parler des rebelles du Tchad. Il se demande pourquoi la France n'intervient pas. Mais vous savez que depuis un temps, Idriss Déby a commencé par tenir un langage qui n'est pas de nature à honorer la France. Et par conséquent, la France peut aussi fabriquer des rebelles pour essayer de l'effrayer, afin de rappeler la France et d'aller s'excuser pour continuer par bénéficier de sa protection. Donc voilà le jeu que ces gens sont en train de jouer avec nos présidents africains. Quand tu résistes un peu, on te crée une rébellion et tu vas chez le pyromane, tu vas demander au pyromane de venir éteindre le feu chez toi. Alors que c'est lui-même qui a mis le feu. Mais tu es obligé d'aller chez lui parce que tu n'as pas autre moyen. Donc c'est le sadisme d'État que les Français sont en train d'imposer aux États africains. Et ça, il faut que tout le monde s'en indigne. C'est regrettable. Je compte m'arrêter ici pour le moment. Merci, professeur. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des accords lucratifs signés entre le Mali et la France. Professeur, parlons-en. Ces accords, et je pense, comme l'a dit la vidéo que vous avez suivie, merci encore une fois de plus de nous faire quand même
comment on appelle, de nous donner des informations. Et ces accords, c'est le SOFA, c'est-à-dire le statut des accords militaires signés entre la France et le Mali. Comme vous l'avez dit, que tout ce qui se passe, ou bien qui va se passer sur le sol malien, si la France tue, c'est l'État malien qui prend tout cela en compte. Si l'État malien se tue, l'État malien prend tout cela en compte. Aujourd'hui, professeur, les aéronefs, les avions, les deux hélicoptères qui ont eu l'accident, qui se sont cognés pour faire l'accident aujourd'hui, ces deux hélicoptères français. Alors, nous nous posons la question, qui va prendre cela en compte? Comme vous l'avez dit, est-ce que c'est réellement le gouvernement malien qui prendra tout cela en compte? Bien sûr, selon les accords, c'est ça. Tout ce qui se passe sur le sol malien est imputé directement à l'État malien, et donc ça a dit de dédommager les familles des soldats français tués sur le sol malien, parce que c'est ce que les accords disent. Merci, professeur. C'est bien dans ces accords, l'article 9 qui le précise bien, même si les Français roulent sur le sol malien, ils peuvent rouler avec leur permis, ils peuvent tous en faire, mais c'est l'État malien qui prend tout ce qui arrivera comme problème. Alors, bien sûr, ouais. Allez-y, professeur, allez-y. Mais bien sûr, puisque l'accord est clair. Donc, l'accord est clair, ils peuvent violer les femmes. C'est l'État malien qu'on doit poursuivre en justice, ce n'est pas les Français. C'est pourquoi on leur a donné le permis de tout faire. Parce que c'est des nègres, c'est ce qu'ils méritent. Vous pouvez violer leurs femmes, comme le disait l'un de leurs prêtres au Congo dans les années 1700 et quelques. Violer leurs femmes, manger leurs poules, c'est comme ça. Et donc, ce n'est pas encore fini. Quand un chef d'État africain accepte à poser sa signature sur un accord comme ça, vous pensez que ça va dans la tête? Ça ne va pas. Ça veut dire que on ne sait plus ce qui se passe. Comment quelqu'un peut signer un accord où on dit quelqu'un commet le crime, c'est toi qui prends la responsabilité? Bah, vous voyez, ça ne va pas dans la tête quand même, s'il vous plaît. Mais le président a vu cet accord, il a lu cet accord, mais il a signé cet accord. Qu'est-ce qu'il lui a fait signer cet accord, professeur? Est-ce que ça dit qu'il était faible devant cet accord? Il n'avait pas quelqu'un réellement pour l'aider? Parce que quand on parle de djihadistes, c'est des gens qui ne s'amusent pas. Il y a eu quand même l'historique même de ces djihadistes. Il faut comprendre l'historique de ces djihadistes pour aujourd'hui savoir, se poser la question, que fait la France sur le sol africain, dans le Sahel, depuis des années, pour des problèmes qu'ils n'ont jamais eu à régler? Oui, mais le problème c'est quoi? Le chef de l'État qui signe ça lui-même, il sait que c'est la France qui a fabriqué les djihadistes. Il le sait. C'est pourquoi il signe rapidement, parce qu'il veut le pouvoir. Donc il va rapidement signer comme un cabri, parce que bon, il sait que c'est ça. Tu sais, c'est vraiment intéressant comment ça se passe, quoi. J'ai suivi une interview d'Abdou Diouf. Dans le passé, Abdou Diouf parlait d'une conversation qu'il a eue avec, comment on appelle ça, le ministre des Affaires étrangères française, quand il était président. Il a dit que quand il a fini de parler à ce ministre-là, Abdou Diouf qui dit ceci, que sa femme lui demandait, mon chouchou, qu'est-ce qui ne va pas? Il avait le moral bas parce que le petit ministre des Affaires étrangères française a dit à mon grand président que si tu ne fais pas, si tu ne dévalues pas le franc CFA, tu ne seras plus là-bas. Bah, les gars n'ont plus peur. Au lieu d'annoncer ça au peuple pour que le peuple prenne sa responsabilité, il a préféré garder le silence jusqu'à présent. C'est quand il a fini ses mandats, il n'était plus président, qu'il a eu le courage de dire au monde qu'au fait, c'est ce qui se passe quand on est président africain. Donc, la situation est tellement, c'est pas pitoyable que moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Donc, tous ces présidents-là, c'est ce que les Anglais appellent blackmail. La République française joue le blackmail vis-à-vis des présidents africains.
On leur dit, si tu ne donnes pas ceci, on va créer la rébellion, ça va te renverser. Bon, le pauvre, voulant garder le pouvoir, il va courir pour faire ça. C'est tout ce qui se passe. Ce n'est pas que chose. Bon, si c'est des gens qui n'aimaient pas le pouvoir, on lui dit ça, il dit non, je ne fais rien, venez me déposer. Mais bon, lui, il veut être là-bas protégé. Et c'est fini, ça devient la dictature parce que désormais, lui aussi, il a le feu vert pour commettre des bêtises puisque la France sera là pour le protéger. Dans les années 2000, quand les rebelles étaient à 300 mètres, n'est-ce pas, de la présidence du Tchad, qui les a refoulés? C'est l'armée française. Sinon, Déby ne devait plus être président depuis 10 ans ou 20 ans. Donc maintenant, si les rebelles commencent par menacer Déby, c'est que Déby a commencé par être un mauvais élève. Et donc la France essaie de lui rappeler que tu te prêtes, tu sais que nous, on est des pyromanes hein, et des pompiers en même temps. Donc tu n'as pas le choix. Donc c'est pour te dire que la situation des États africains, ça fait pitié. Vraiment pitié. D'accord, merci professeur. Et cette situation fait pitié. Tempo Afrique aujourd'hui est né pour pouvoir déceler tout ce qui se passe en Afrique et en apporter les solutions avec les panélistes attitrés que vous représentez aujourd'hui, professeur. Les Africains vous attendent parce que, comme je l'ai dit, en Afrique, on ne peut plus se permettre de pouvoir critiquer. Et vous êtes là aujourd'hui, professeur, de donner un coup de souffle à cette Afrique qui continue d'endurcir. Alors, Marcel, je pense que vous avez écouté le professeur Marcel et vous avez tout à l'heure parlé des 13 Français qui ont été tués dans cet accident d'hélicoptère. Alors, Marcel, comment est-ce que vous voyez cette situation? Est-ce que, avec tout ce que nous avons vécu, est-ce que vous avez vu ces corps? Est-ce que vous avez vu les avions qui ont fait des accidents? Sinon, les hélicoptères qui se sont croisés pour faire les accidents, est-ce que c'est un montage? Parce que la même chose s'est passée au niveau de la Côte d'Ivoire. Après que l'avion de Soro Guillaume ait été bombardé, ben, on nous a dit qu'il y a eu près de 8 Français qui sont décédés. Des Français, des militaires. Mais nous n'avons pas vu, nous n'avons vu les cercueils. Et ces cercueils, on savait ce qu'il y a dedans d'après l'avocat français qui nous a essayé de souffler. Alors revenons rapidement pour essayer de décrypter cette situation, Marcel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de faire mon analyse. C'est possible. Parce qu'à voir les Français, vous allez constater que depuis un moment, les jeunes maliens commençaient à manifester. Et même les femmes maliennes ont manifesté parce que tous leurs maris allaient au combat, ils mouraient au combat, 20 morts, 40 morts, 30 morts. Mais moi, ça me paraît bizarre qu'aussitôt, un hélicoptère français que moi je connais, on me dit que ce sont les 2 hélicoptères qui se sont cognés. Tantôt, j'attends aussi une déclaration des djihadistes qui dit que c'est eux qui ont fait tomber l'avion. Moi, ça me paraît bizarre. Comment est-ce qu'avec toute la protection, parce que la fois dernière, j'ai suivi même un truc là, on paraît que c'est commandé. Je crois qu'ils ont un centre de pilotage depuis le Niger. Tous les histoires, ils utilisent maintenant les drones. Bon, on peut me dire que c'est un hélicoptère de transport de troupes. Mais comment est-ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas pu utiliser des parachutes, alors que ce sont des hélicoptères de combat et ce ne sont pas des hélicoptères de civils. Vous voyez le paradoxe. Soit c'est pour faire dire aux Maliens, nous aussi nous mourons sur le terrain de le combat. Comme l'a dit le professeur David, oui, c'est ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a poursuivi un Français? Non, ça va à la charge de l'État. Tout ce qui s'est passé en Centrafrique, vous croyez que les Français tuent là? Voilà, ce sont d'accord. Même au niveau des États-Unis, Bush, la guerre que Bush a fait, on n'a jamais traduit en justice. Mais c'est pris en charge par les pays du tout là.
comment vous appelez, l'Afghanistan, les autres pays, même la Libye, tout ce qu'ils ont fait là-bas. Vous avez vu, on a poursuivi un blanc. Impossible. Donc c'est ça le problème. Il doit falloir que nous, les Africains, nous comprenions que ces gens-là, la guerre ne va pas finir si on ne prend pas conscience, comme le président burkinabé le fait. Parce qu'il faut arrêter ces histoires-là, de monter les peuples contre les peuples. Ces djihadistes dont on parle, de ces burkinabés, c'est combien de jeunes qu'on met dans ces histoires? Hein? On parle de développement de l'Afrique. Maintenant, c'est le développement de la guerre. On monte des jeunes, mais pour décider un pouvoir, parce qu'ils ne font pas leur affaire. Vous voyez? Revenons au scénario du Mali. Bon, il y a eu perte d'hommes. Bon, comme on le dit aujourd'hui, que les accords dont on parle, c'est le Mali qui va payer l'addition. Oui, c'est ça. Mais est-ce que nous, les chefs d'État africains, nous n'allons pas prendre conscience de ce combien le Mali va payer pour ces deux hélicoptères écrasés et tous ces militaires qui sont morts sur le terrain? C'est de l'argent. Ça, c'est un budget de l'État. Et comme le disent les rumeurs, les gens disent qu'il y a de l'or dans le minerai, dans le nord du Mali. Est-ce que ces gens n'en profitent pas comme ils le font au Congo? Quand le Colbat, on a vu des camions de l'ONU qui ont été arrêtés à Bukavu. On avait vu que c'était plein de Colbat. Est-ce que le même système ne se passe pas au Mali? Pourquoi on nous a dit que oui, on aurait étouffé cette rébellion? Et cette rébellion a encore repris. En même temps, au Mali, au Burkina, au Niger et au Tchad. Vous voyez? Moi, je ne comprends pas. Nous sommes à l'orée des élections en 2020. Pourquoi la France active encore ces rébellions? Je ne sais pas si peut-être ils sont à l'approche du mandat de Macron. Certainement que leur budget est vide. Ils sont en train encore de chercher de l'argent chez nos chefs d'État. Dieu sait combien ils vont encore investir dans ces histoires. Mais il faut qu'on arrête. Il faut que nous-mêmes, les Africains, nous prenions conscience. Ouais. Quand nous-mêmes, nous nous permettons de vendre nos propres biens, de vendre nos intérêts, encore à des Français. Je prends l'exemple de tout ce qui s'est passé au Togo la fois. On s'en rend compte, le télécom, Togo Télécom ou Togocom qui a été vendu, on le vend à un Français. Et si ce n'est pas un Français, pourquoi pas on n'a pas vendu à un Russe? Pourquoi pas on n'a pas vendu à notre pays? Je me pose beaucoup de questions. D'accord. Je m'arrête là. Merci. Merci encore. Monsieur Marcel Codier. Alors, professeur, voilà ce que Vladimir Poutine dit. Il dit que Daesh est financé par 40 pays, y compris par des pays membres du G20. Professeur, quand une grande puissance se remet en selle pour nous fournir des informations, et c'est surtout au niveau de ce monde, professeur, il y a réellement de quoi à comprendre. Est-ce que nous sommes réellement arrivés ou bien le chemin est long pour que cette Afrique aujourd'hui, qui devait avoir un parti pris, c'est-à-dire c'est un continent, l'Afrique devait avoir sa part dans ce conseil de sécurité et on devrait avoir au moins 6 pays permanents. Mais aujourd'hui, l'Afrique qui est continent ne fait pas partie de ce conseil de sécurité et des décisions se prennent. L'Afrique ne peut pas prendre une décision. Alors, professeur, est-ce que le chemin est long? Est-ce que l'Afrique va y arriver? Parce que vous l'avez dit la fois dernière, que l'Afrique doit s'asseoir. On doit faire l'Afrique, avec des sommets pour trouver des solutions, que de faire appel à la communauté internationale qui va encore nous nourrir d'espoir. Alors, professeur, voilà ce qui se pose comme problème. Oui, mais nous vivons dans un monde de compétition, dans un monde où chacun doit faire ses preuves.
afin d'être admis dans le concert des nations. Je vais vous donner un exemple. Avant, c'est 3 équipes africaines seulement qui représentaient l'Afrique à la Coupe du Monde. Maintenant, il y a combien de pays? Il y a 6 pays africains. C'est grâce aux pays qui participaient, grâce à leur effort, on a conclu que l'Afrique mérite d'avoir plus de représentants. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, au sortir des 2 guerres mondiales, surtout la Deuxième Guerre mondiale, où les militaires africains ont combattu aux côtés des Alliés, ont combattu vaillamment, et qui ont gagné la guerre contre l'Allemagne, contre le nazisme pour l'Europe, c'était là où l'Afrique devrait commencer par s'imposer. Et donc, on a parlé du plan Marshall au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique n'a pas été consultée, l'Afrique n'a pas été invitée, elle a plutôt été évitée. On a distribué de l'argent à des pays qui n'ont pas tellement mouillé leur maillot pour leur reconstruction. Mais en Afrique, on demande aux soldats démobilisés d'aller se faire payer par leurs pays respectifs. C'est de ça que nous parlons. Nous disons que les accords au Mali, c'est la même chose. Et cela a causé beaucoup de désordre. Par exemple, le coup d'État au Togo de 1963 est né du fait que les soldats démobilisés de la guerre d'Indochine, que nos compatriotes ont eu à, combattre, dans laquelle nos compatriotes ont pris part aux côtés de la France pour aider la France à éviter l'humiliation. On leur demande maintenant, vous avez mouillé le maillot pour la France, vous êtes noir pour la France, mais c'est l'Afrique, c'est votre pays, le Togo, qui doit vous payer vos dommages et intérêts. Et c'est ainsi que ces soldats démobilisés se sont tournés vers leur pays. Et lorsque le président du Togo a dit, vous n'avez pas combattu pour l'Afrique, au contraire, vous êtes allés combattre contre nos frères, nos amis, qui luttaient pour leur indépendance. Donc, par conséquent, on ne peut pas faire ce jeu-là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique, la France a fasciné le président et a fait porter la responsabilité de ce crime odieux, n'est-ce pas, à un de nos compatriotes, le nommé Yassine Yadema, qui a nié d'ailleurs dans les années 90, quand ça chauffait, il a dit qu'il n'a jamais tué qui que ce soit. Pourtant, il avait accepté la responsabilité auparavant. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe, ça fait pitié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'Afrique doit s'organiser à montrer qu'elle aussi, elle peut parler en tant que continent responsable. Et là, on pourra avoir notre place, n'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous méritons la place, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de pression suffisante pour, n'est-ce pas, être admis. Et donc, j'ai utilisé l'analogie du football pour dire que nous avons 6 équipes maintenant en Coupe du Monde. Je pense que c'est grâce aux preuves que les équipes africaines qui participaient ont donné, en fait. Et alors, je pense que si les pays africains aussi font leurs preuves, on pourra, n'est-ce pas, nous imposer. Et cela va devenir une obligation pour tous les autres pays d'accepter l'Afrique comme une puissance, afin d'accepter certains pays africains comme une puissance, afin de les admettre, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité. Et donc, il faut qu'on se prenne au sérieux d'abord. Il faut qu'on refuse notre statut de marionnette. Parce que ce que Vladimir Poutine est en train de dire, lorsqu'il dénonce les autres puissances comme quoi elles ont formé les djihadistes, Vladimir Poutine, lui, il est nostalgique de la guerre froide. Il aurait souhaité que la guerre froide, n'est-ce pas, se ressuscita pour pouvoir peut-être continuer par régner à vie, puisqu'il va utiliser cela comme quoi je suis le seul rempart contre ces impérialistes capitalistes. Donc c'est ce que Poutine recherche. Il veut recréer 2 ordres, n'est-ce pas, mondiaux. C'est-à-dire que les 2 blocs qui ont disparu, il veut, n'est-ce pas, les ramener, mais il compte utiliser les pays africains et d'autres pays
Et comme c'est pas intermédiaire pour mener cette offensive, c'est pourquoi il commence par dénoncer. Alors moi je pense que cela ne devait pas nous concerner, ça ne devait nous faire ni chaud ni froid, puisque lui aussi il est en train de rechercher son hégémonie. Et il ne peut pas l'avoir sans avoir, c'est pas utiliser certains pays comme les pays africains et d'autres pays qu'on peut balancer comme des marionnettes à longueur de journée, pourvu que les présidents de ces pays-là puissent garder le pouvoir, ils ne vont jamais se prendre. Et voilà pourquoi nous demandons à l'Africain de se ressaisir, de faire en sorte qu'il ne soit plus absent au rendez-vous, n'est-ce pas, du donner, du recevoir, n'est-ce pas, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social et même sur le plan technologique, dans le concert des nations. Et donc je pense qu'il suffit seulement de nous écouter, il suffit seulement de s'appliquer, il suffit seulement d'être courageux, que l'Afrique peut franchir le cap, la barrière qui la retient en esclavage, qui la retient sous le joug, n'est-ce pas, des dominations, des puissances qui l'exploitent à longueur de journée. L'Afrique peut quand même s'émanciper. Et nous sommes sûrs que les obstacles que nous avons devant nous, si les Africains se mettent ensemble et n'est-ce pas, de dégager ces obstacles, elle y parviendra, l'Afrique y parviendra. Et nous sommes convaincus que le moment est plus que jamais venu pour que l'Afrique parle d'une même voix et pour que l'Afrique essaie, n'est-ce pas, de dégager ces obstacles-là ensemble avec ses fils et filles pour pouvoir donner le meilleur, c'est pas la meilleure vie possible à ces Africains-là qui souffrent depuis. Merci. Merci, professeur. Encore une fois de plus, Marcel Codier, vous avez écouté le professeur. On ne va pas épuiser aujourd'hui l'actualité sociopolitique, mais je pense que le Sahel est une partie importante et cette situation est préoccupante. À partir de la semaine prochaine, nécessairement, nous allons essayer de rentrer dans le Sahel. Alors, Marcel, rapidement, un mot sur la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, pour les élections 2020, veut donc réduire le nombre de candidats et relever la caution à 100 millions de francs CFA. Monsieur Marcel, votre, Serge, votre opinion vis-à-vis de cela. Le scénario talon va venir revient en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que les gens veulent suivre. Oui, la réduction des candidats, moi je suppose, parce que il y a des candidats plaisantins là, des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas avoir 0,0%, que même leur propre femme ne peut pas voter pour eux. Mais regardez, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, qui vont être candidats. Mais parce que certains, sachant que le régime doit donner un fonds, je crois en Côte d'Ivoire, l'année dernière, les dernières élections, ils ont donné 100 millions. C'est ce que Mamadou Koulibaly, il avait pris les 100 millions, il a refusé d'un plus. Je crois que c'était pour les législatives. Il a empoché les 100 millions, il dit non, il n'a plus. Voilà des choses pareilles. Les gens sont là à la course de l'argent, pas à la course du pouvoir. 100 millions, c'était pour faire la campagne présidentielle. Marcel, c'était pour faire la campagne présidentielle. Mais cette fois-ci, une caution sera déposée par chaque candidat à raison de 100 millions de francs. Oui. Donc, c'est ce qui fait que... Mais au niveau de dire que... qu'est-ce que le deuxième truc là, tu disais qu'il a dit, il va réduire les trucs là, et il va bouer la caution. Non, lui aussi. Caution de 100 millions pour aller à un... Non, c'est trop. Moi, je pourrais comme peut-être une caution de 20 millions. Je ne sais pas combien c'était avant. C'était à 20 millions de francs CFA. Au temps du président Laurent Gbagbo, au temps de Bédié, c'était à 20 millions. Mais cette fois-ci, le président Ouattara veut relever cela à 100 millions de francs CFA. Non, lui aussi, il exagère. Ça fait 200 000 $. Oui, ce n'est pas tout le monde qui doit. Moi, même à 50 millions, je suppose. Là, ça peut au moins réduire certaines personnes. Au moins qu'on puisse avoir les grosses pointures. Ceux qui ont les moyens, là, peuvent aller. Mais les plaisantins, là, du quartier, là, tous, regardez le cas, la même chose, cas de figure au Togo.
Ce matin, on voit, j'ai vu, on dit, on nous dit, des plaisanteries. Mon ami Kaboa, même aussi, qui est en congrès actuellement à Taï, qui veut être candidat. Qui va voter pour ce dernier-là? J'ai vu un autre qui a quitté là. Qui connaît ce monsieur? Toi qui as déserté même, vous étiez dans une coalition, tu décèdes. Lui là, qui peut le voter? Je vois des poids là que les gens ne connaissent même pas. Mais les gens sont c'est devant une plaisanterie. Les gens nous prennent pourquoi? Je vois même hier, j'ai vu sur les tours, comment l'appelle-t-on? Un pasteur. À moins de 2 ans, il est devenu un apôtre. Gabriel, dont on l'appelle, le pasteur Gabriel Sodi. Lui là, qui n'est même pas exemplaire. Lui là, qui court tous ses fidèles. Moi, j'ai écrit même sur une plateforme hier. Je dis, comment est-ce qu'un pasteur sexuel là peut être candidat? Hein? Ce dernier qui n'a pas de il a dit ça sur une vidéo, que même s'il a couru ses fidèles, où est le problème? Le monsieur l'a dit, on me dit qu'il serait candidat. Ben, c'est de la plaisanterie. Moi, même ce matin, je ne suis pas dictateur, mais j'ai réfléchi, j'ai dit, si la Cour constitutionnelle pouvait éliminer toutes ces histoires-là, ces plaisanteries-là, ça me ferait plaisir. Parce que leur objectif, c'est l'argent. C'est peut-être pour aller prendre le pouvoir. Hein. Voilà le problème que les Togolais aujourd'hui, c'est que celui qui peut prendre le pouvoir en 2020. C'est le même scénario en Côte d'Ivoire. Il peut affronter Alassane Ouattara pour le prendre le pouvoir. Mais s'il s'agit des petits, là, qui ont peut-être 20 millions, qui veulent être candidats, non. Et où est-ce qu'ils trouvent ces argents? Moi, je me demande. Ils ont ces argents, mais ils n'arrivent pas à créer des sociétés. Ouais, ils n'arrivent pas à créer des sociétés. Ils n'ont même pas d'entreprise, même pour employer leurs propres frères. Mais quand on parle de présidentielle, on les voit tous, ils s'alignent. Mais l'élection, ce n'est pas donné à tout le monde, là. Il y a trop de présentés. Des gens qui n'ont même pas de parti politique, qui n'ont même pas de militants. On dit qu'ils sont des indépendants. Ils vont pourquoi faire? Mais pour le taux de truc là, la caution, je pense que Alassane Ouattara doit avoir au rabais 700 millions. Si c'est mon ami Guillaume Soro qui veut écarter, mais je pense que Guillaume Soro aura les moyens de trouver les 100 millions. Mais peut-être, mais je ne sais pas. Bon, le monsieur là, il doit revoir ces choses, ses copies. Et parce que Alassane aussi commence vraiment à suivre les pas des dictateurs. En temps, les gens l'ont dit oui. Vous voyez, ce sont les intellectuels là qui nous font compte en Afrique. Alassane Ouattara, Alpha Condé. Et voilà, chez nous, c'est un alphabet qui nous a conduits dans la dérive. Mais il y a quelqu'un qui me dit qu'il a fait les écoles, un économiste. C'est l'économiste qui vient brader. Vous aurez vu une vidéo qui a circulé sur un fou togolais, quelqu'un a un problème mental. Il chantait la fois dernière, mais c'était rigolo, mais moi j'ai retenu beaucoup de gens qui disaient aux Togolais, restez fort en train de vendre votre pays. Vous ne le savez pas, les gens riaient. Je dis, mais un aliéné qui dit ça, comment est-ce qu'il a su que le pays est bradé? Vous voyez là où nous allons? Avec ces histoires d'élections-là, barrer la route à d'autres pour pouvoir être... Moi, je ne suis pas d'accord. Si Talon l'a fait, nous n'avons pas été d'accord. Ce que moi, j'aurais accusé, peut-être pour les Béninois, on les a demandé de venir à la table de discussion. Ils ont refusé. Aujourd'hui, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Nous, aujourd'hui, on cherche le d'accord, on n'en trouve pas. On nous bloque. La Côte d'Ivoire aussi doit faire à la sorte, parce que la fois des gens le disent, il faut qu'il revoie les histoires de la commission électorale. Si lui-même, il met ses pions, ses lampions là-bas pour pouvoir aller aux élections, croyant qu'il veut faire encore un autre mandat, lui là, il risque, la guerre va arriver en Côte d'Ivoire. Ça, soyez-en sûrs. Parce qu'à voir Soro, avec ses promenades, vous avez vu tout récemment sa rencontre avec Blé Goudé, tous ces partisans de Blé Goudé, tous ces présidents de Gbagbo vont être avec Soro. Soro a vite compris, il a commencé à tendre la main à Gbagbo et Blé Goudé. Qui dit Blé Goudé? Dit Laurent Gbagbo. Dans le RPI, la seule personne que Gbagbo peut écouter aujourd'hui, c'est Blé Goudé. Ou sa femme, comment on l'appelle? Doumbia, la dame là, la journaliste là. Donc, si Soro va voir, comment on l'appelle, Blé Goudé, sachez que
Le FPI peut soutenir Soro au deuxième tour. D'accord. Merci, je m'arrête là. Merci Marcel. En attendant que je revienne à vous, docteur, je voulais accueillir sur ce plateau notre ami, M. Yves Kenao. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient d'arriver de l'avion. Il y a eu vraiment un tonnerre de pluie, de snow, de neige. Alors, M. Kenao, merci d'être avec moi. Et nous étions en train de parler quand même du Sahel. Et la question que nous avons posée, que fait la France dans le Sahel depuis qu'elle a été installée en France? Les djihadistes ne bougent pas et ça continue. Et nous connaissons aussi l'histoire de djihadistes. Nous avons fait aussi un tour à la Côte d'Ivoire et nous avons aussi fait un tour un peu dans ce monde. Alors, voilà. Si vous avez peut-être une information à donner, ça peut être au niveau du Togo, ça peut être au niveau de la Côte d'Ivoire, ça peut être au niveau du Sénégal. Vous avez suffisamment parlé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous les panélistes. Vous avez suffisamment parlé du Togo. Tout ce que je peux dire, je vais intervenir sur le Sahel pour dire que cette histoire de djihadistes au nord Mali, c'est une fausse histoire. Elle a été créée de toutes pièces par les puissances occidentales pour extraire au maximum les richesses du Mali. Et dès l'instant qu'il y a cette guerre au nord du Mali, le gouvernement malien n'est plus concentré. Il est distrait. Il ne sait pas s'il faut défendre la population au sud du Mali ou bien il faut aller combattre les djihadistes. Et n'oubliez surtout pas que les armées africaines en général sont, je dis les armées, les pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest francophone, sont souvent armés par la France. Et c'est ça le danger. Donc la France, elle seule, sait les puissances d'armes qu'il faut envoyer au pays et les puissances d'armes qu'il faut donner aux djihadistes qu'elle forme elle-même. Je vous dis que ces djihadistes n'existent nulle part. Ils sont en France. C'est là qu'ils vivent. Ils sont en communication tous les jours avec les politiciens français sur l'Afrique, avec les consulats, avec les ambassades. Et ce sont les forces de renseignement, les services de renseignement français qui disent aux djihadistes exactement la position des troupes gouvernementales. Et dans ces conditions, cette même France ne peut pas jouer aux sapeurs-pompiers, puisque c'est elle-même qui allume le feu et qui revient maintenant pour faire semblant de l'éteindre. Et ça ne marchera jamais, M. Nyawa. Soit le Mali a toutes ses capacités souveraines de défendre son territoire, ou on nous dit que la France occupe une partie du Nord Mali et qu'on le sache officiellement, mais qu'on ne nous parle plus de djihadistes. Non, ces djihadistes-là, en fait, n'ont aucune force. Je vous apporte aussi une information que le professeur a apportée. Ouais. Il y a eu les accords, c'est-à-dire un accord qu'on appelle SOFA, le statut des accords militaires signés entre la France et puis le Mali. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur le sol français, malien, c'est les Maliens qui prennent tout en compte. Que ce soit accident, que ce soit des gens qui sont morts, même les deux avions qui sont cognés, les deux hélicoptères, c'est toujours le Mali qui prend en compte. Qu'est-ce que ces avions français, là, ces hélicoptères français, là, qu'est-ce qu'ils cherchaient sur le sol malien? Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez vu les hélicoptères faire l'accident? Est-ce que vous avez vu les 13 personnes qui sont décédées? Je n'ai pas vu, j'ai lu dans les journaux, et même le ministre français de la Défense a démenti catégoriquement que ce n'était pas une action des djihadistes, que c'est une... Enfin, disons que c'est une mauvaise manœuvre des deux pilotes qui a conduit à cet accident-là.
Mais entre nous, ça ne se serait pas passé sur le sol français. Et c'est là encore que je dis qu'il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire que chaque fois quand les pays africains me parlent d'accord de défense, d'accord de ceci, ça me fait rigoler. Parce que quand vous signez un accord, c'est quand ça vous arrange que vous signez l'accord. Voilà que maintenant le Mali est là. Le gouvernement malien ne sait même pas ce qui se passe au Nord Mali. Et chaque fois, on vous dit que des djihadistes qui n'ont aucune banque, qui n'ont aucune monnaie, qui n'ont aucune entreprise, ont plus d'argent, ont des armes plus sophistiquées qu'une armée républicaine. S'il vous plaît, si les djihadistes ne sont pas soutenus par une force plus forte qu'elle, on ne peut pas comprendre comment ces djihadistes peuvent contrôler l'armée malienne. Ça, on ne peut pas comprendre. Je m'arrête là. D'accord. Merci encore une fois de plus. Monsieur le Bulldozer. Alors, professeur, on n'a plus assez de temps. Est-ce que vous avez un mot pour le Sénégal? Je voudrais quand même vous faire part de ce que le président Macky Sall a dit au niveau de la question des dettes qu'il a fait fâcher. Les gens lui ont accusé d'avoir parlé de la dette, mais toujours le Sénégal continue de s'endetter. Toujours, ce sont les dettes, mais voilà ce qu'il dit réellement. Et il dit que la dette est utilisée pour permettre des accès universels. Et il dit aussi que nous sommes endettés pour essayer de développer le Sénégal. On n'a pas plus d'argent pour les fonctionnaires, mais nous devons être fiers de ce que nous faisons. Et il appartient au cadre de défendre avec courage. Nous assumons que nous nous endettons. Et il dit que, mais quel est le pays dans ce monde qui ne s'endette pas pour son propre développement? Alors, professeur, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce que le président a dit? Oui, bon, si les Sénégalais étaient satisfaits de ce que l'argent a été utilisé pour, c'est pas produire, je ne pense pas que les Sénégalais devaient montrer leur mécontentement du point où Macky Sall aurait besoin ou aurait eu besoin de s'expliquer et de défendre l'utilisation de l'argent. C'est que on va prendre de l'argent, on produit un projet et on vient, c'est une partie de l'argent qui va vers le projet et l'autre partie va dans les poches de Macky Sall et de ses proches. Et donc, l'argent utilisé, oui, le projet peut avoir été réalisé. Ce n'est pas faux. Mais si vous prenez 50 milliards pour un projet et vous venez, vous mettez seulement 25 milliards dans ce projet, alors que vous avez emprunté 50 milliards et que vous attendez que le pays va bouger intérêt, alors que c'est seulement 25 milliards qui sont partis pour le travail, c'est là où ça fait mal. C'est là où nous disons que ça ne va pas. Nous ne disons pas qu'ils prennent tout, mais seulement qu'ils viennent, au lieu de réaliser un bon projet avec les 50 milliards qui puissent être durables et qui puissent bénéficier aux Sénégalais pendant au moins 2 décennies, on va faire de la chinoiserie avec 25 milliards et 3 mois après, il faut aller demander des prêts pour venir arranger ou bien investir dans le même projet. C'est-à-dire qu'un projet qui devait coûter 50 milliards pour une durée de 30 ans, il finira par coûter 150 milliards à moins de 30 ans. Parce qu'on l'a mal fait, tout simplement parce qu'on a donné la moitié de l'argent. Et donc, pour réparer les choses qui sont gâtées, il faut toujours aller prendre de l'argent. C'est ce qui fait que l'Afrique est endettée. Ou bien carrément, on remet le projet à un ministre comme celui le cas du Togo. Il s'appelle comment? Le ministre, c'est quoi son nom encore là? Lui, il a décidé carrément d'empocher les milliards pour la route de Voga. C'est Voga où là? Voga en foin. Il y a un point. Donc c'est lui, il s'appelle comment? Donnez-moi le nom du ministre. C'est pas Bati. Il y a une femme. Oui, c'est une femme. Non? Ouais. Bon, donc
Donc cet argent-là a été prêté, il a été emprunté aux gens. Il faut que le Togo le rembourse. Ça veut dire que nous sommes en train de payer une dette qui n'a pas servi. C'est le problème. Donc, M. Macky Sall, ce que nous demandons, c'est que quand vous prenez l'argent, il faut l'utiliser l'argent là pour ce qui est là, le projet pour lequel vous avez pris l'argent. Et je pense que ça va marcher. Alors, lorsque le Sénégalais va se mettre à rembourser une dette, il sait que j'ai déjà tiré profit de la dette. Parce qu'il y a des routes bitumées, mais ça fait ça marche, je paie mes taxes proprement. Mais ce n'est pas ça. On voit que vous avez pris l'argent, mais on ne voit pas ce que ça a donné. Vous faites des projets à la chinoise et c'est fini 2 mois après, on a fait rappel les gens, venez arranger la route. C'est pourquoi on se plaint. Sinon, bon, l'État, la plupart des États, même les États-Unis, sont endettés, mais personne ne le sent. Parce que c'est simple. Personne ne prend l'argent au nom de l'État pour aller construire un éléphant blanc dans son village où il n'y a pas d'accord d'électricité. On construit un étage, je ne sais pas, à toi, une maison à 7 étages. Alors que tu sais que tu ne peux pas. Et avec ascenseur à l'appui, sachant qu'il n'y a pas d'électricité. Parce que l'argent était gratuit, il faut le faire pour plaire aux yeux de mes villageois qui souffrent, ils viendront prendre les photos. C'est de ça que nous parlons. Macky Sall peut se défendre comme il veut, mais ce que nous disons, c'est que est-ce que les projets réalisés vraiment sont à la hauteur de l'argent, de l'argent qu'ils ont pris chez les gens? C'est tout ce que nous posons comme question. D'accord. Il n'a qu'à répondre et le problème est fini. D'accord. Merci donc, professeur. Je crois qu'on n'a plus assez de temps. On va rapidement passer la parole à M. Kenao pour dire un mot sur le Sénégal. Et puis non, monsieur le professeur a tout dit. Je ne vais pas ajouter grand-chose. Je laisse d'autres personnes intervenir. Sinon, monsieur le professeur a pratiquement tout dit. Alors, Marcel, rapidement un mot. Oui, mon mot, c'est pour compléter le titre de professeur. Pour Macky Sall, je peux dire que peut-être lui, il a réalisé certains projets que peut-être, bon, le Sénégal, c'est un pays développé. Ça, il faut le reconnaître depuis le temps de Senghor. Mais chez moi, là, au Togo, tous les projets, on ne voit pas les projets. On sait combien de milliards. On sait combien nous devons à la banque cautionnienne. Nos immeubles ont même été vendus, ont été déposés comme caution. Aujourd'hui, on va vendre la banque, le TB, la BTC. Voilà qu'on s'en rend compte que dans ces banques-là, ce sont nos barons, les en haut là, dont on parle. C'est eux qui ont fait des prêts, 1 milliard par-ci, par-là. Le dossier sont là, se fait passer. Comment on peut croire à un pays comme ça? Le chef d'État dit la fois qu'il est en train de payer des dettes. Mais quand tu paies les dettes et tu laisses tes collaborateurs voler, ruiner le pays, il est incapable de les envoyer à prison. On a fait une face à la fois des pour dire qu'on envoie les gens. Le procureur dont tu vois là, le procureur qui est incapable même d'arrêter les gens d'incendie, ce procureur peut poursuivre ces barons-là. Non, je pense que le jour-là, on va les sauter. Voilà, c'est ça l'Afrique. C'est tout chez nous. D'accord. C'est incompréhensible. On nous a parlé des routes de Lomé jusqu'à Sengassé. On n'en voit pas. Les Chinois ont fait une route au niveau de détournement. Il paraît que ça fait plus de 3-4 fois. Ils ont reconstruit cette route. Ouais. Vous vous rendez compte? Mais combien ça coûte? Comme le dit l'adage des Chinois, on dit petit argent, petit travail. Oui, c'est le Chinois qui dit ça, là. Il dit petit travail. Le Chinois dit, le Chinois est prêt à le faire. Mais quand on lui donne petit argent, on lui donne les 10%. Et les 90%, ce sont les barons qui le détournent. Comment est-ce qu'on peut construire un pays? J'espère que je ne vais pas fâcher Kenao. Vraiment, il faut que ses amis disent à ses amis que le détournement, c'est tout. Doyen, non, tu es libre de dire, c'est la liberté d'expression. Tu es libre de dire ce que tu veux. On va répondre ce débat la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il est libre, il peut dire tout ce qu'il veut. Ça veut dire que M. Kenao a des amis de l'autre côté, ce que vous me dites. Merci encore une fois de plus. Chers panélistes, nous sommes arrivés à la fin de ce grand débat et je voudrais quand même remercier
vous les panélistes, vous avez été vraiment des hommes armés pour pouvoir faire ce débat. La semaine prochaine, nous allons essayer de rentrer dans le Sahel. Ça va être notre préoccupation. Ce que les Français, ce que la France fait dans le Sahel depuis des années, depuis professeur n'était pas né, depuis je n'étais pas né, depuis encore ceux-là même qui ont battu les postes télévisés n'étaient pas encore nés. La France est toujours dans le Sahel et aussi en Afrique de l'Ouest. Merci. Et je pense que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour ce grand débat sur le Sahel. Et je voudrais dire merci à Malik Sall. Oh non. Malik Sall. Voilà. J'ai rectifié encore. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Et je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, Malik, c'est ton parent. Tu ne peux pas réagir. C'est pas parce qu'il est en train de salir. C'est pas parce qu'il est en train de salir le Sénégal que tu vas le rejeter. Bon, merci, mes amis. C'est Malik seulement qui change. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.